On a été élevé dans un cocon avec un schéma familial très précis, avec un objectif de vie très précis. En fait, on a totalement cette logique-là. On a le clergé qui va décider de tout. On est de fait coupé du monde et on nous apprend à détester le monde extérieur, à se méfier du monde extérieur. Oui, il y a clairement un schéma sectaire. On vit dans une communauté coupée du monde. On voit que des gens de cette communauté. On a nos amis qui sont nos amis d'école, qu'on retrouve à la messe le dimanche. On les voit en dehors, aux anniversaires, etc. Et on ne se rend pas forcément compte en fait qu'on est coupé de l'extérieur, en tout cas qu'on n'a pas de contact avec l'extérieur. Ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. J'ai fait toute ma scolarité dans les écoles de la Fraternité Saint-Pédis, notamment des écoles de dominicaines enseignantes, des écoles exclusivement féminines. Et en fait, je pense que le point de basculement se fait en grandissant, où on se rend compte qu'en fait, il y a des possibilités en dehors. On a des cousins, moi j'avais des cousins personnellement qui étaient pas du tout de cette fraternité, puisque la famille de ma mère n'appartenait pas à cette fraternité. Donc on voyait quand même aux fêtes de famille, aux événements. Et on se rend compte qu'il y a un petit décalage, qu'on n'a pas forcément la même adolescence, qu'on ne connaît pas les mêmes choses. Moi, j'ai jamais été au cinéma avant 18 ans, je ne savais pas à quoi ressemblait une salle de cinéma. On a un programme d'histoire géo qui occulte totalement la préhistoire pour commencer en fait avec la religion. Adam et Ève Oui, on a Adam et Ève, bien sûr, le Big Bang n'existe pas, les dinosaures n'existent pas, voilà, on est dans une vision très partielle de l'histoire. En fait, on a totalement cette logique-là. On a le clergé qui va décider de tout, qui va s'immiscer dans le fonctionnement des couples, dans le fonctionnement des monastères, des écoles, etc. On a après la figure du pater familias, qui est vraiment en fait le représentant de Dieu dans la famille et qui va décider de tout pour la famille, aussi bien matériellement que de l'avenir de ses enfants, des choix de ses enfants, du mariage de ses filles ou pas. On a la femme qui est en général femme au foyer et qui va être là pour servir, pour s'occuper des enfants, pour éduquer les enfants, mais aussi pour servir son mari et faire en sorte que quand il rentre du travail, tout soit prêt et que voilà qu'il ait juste lui à se reposer, puisque c'est l'homme qui travaille et c'est l'homme qui est chef de famille. On est dans un système ou dans un schéma où la femme en fait n'a pas ne peut pas dire ne veut pas refuser à son mari. On est dans le devoir, ce qu'on appelle le devoir conjugal pour eux. Donc voilà, c'est un devoir religieux et on les explique en préparation au mariage parce qu'il y a des cours de préparation au mariage, que non, on ne peut pas par exemple arrêter l'acte sexuel puisque c'est au milieu de l'acte sexuel, puisque c'est voulu par Dieu et qu'il faut, c'est un devoir du début à la fin. C'est presque ritualisé avec une prière au début, une prière à la fin. Voilà, une prière au début et à la fin de l'acte. C'est ça, d'accord. C'est la main de Dieu qui va intervenir, donc voilà. J'ai été un petit temps chez ma sœur, donc j'avais plus aucun moyen de communication, plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus rien. Plus moyen de prévenir ma fac que je pouvais plus venir, ni mes amis de fac. Après envoyée dans un couvent, donc pour aider, pareil, plus aucun moyen de communication. Alors bien sûr, je pouvais sortir du couvent et aller contacter la gendarmerie si je voulais, mais on a tellement peur. On a peur de tout, on ne connaît pas les familles autour, on se dit qu'il y a des familles, des parents qui font partie de la communauté partout. Ouais, alors là, comment ça se passe? C'est parce que c'est votre famille du côté maternel, qui n'est pas du tout de la fraternité. C'est ça.
Et elle vous extrait, elle vous sauve comment? En fait, j'étais en babysitting à côté de chez elle et par chance, ils n'avaient pas de place pour me loger sur place et ils se connaissent un peu tous en fait. Hein. C'est des grandes familles élargies. Et elle connaissait ma tante et elle l'appelle pour savoir si je peux dormir chez eux. Ma tante, aucun souci, mais en me voyant, elle me dit mais t'es pas censée être à la fac, t'étais à la fac à Nantes, qu'est-ce qui se passe, t'es en pleine année scolaire. Et c'est là où on a parlé, où elle a compris la situation et où elle m'a ouvert sa porte en me disant voilà, t'es chez toi et maintenant tu peux prendre tes propres décisions, mais en tout cas t'auras toujours un endroit où aller. En sortant de ce milieu, il faut se reconstruire, il faut reconstruire déjà, arriver à évoluer dans une vie, dans un monde qu'on ne connaît pas. Il faut réussir à être autonome financièrement, professionnellement, réussir à se construire. On ne sait même pas ce qu'on veut, on ne sait même pas ce qu'on aime, puisqu'on n'a pas eu le choix en fait, de filière ni rien. Donc oui, c'est un processus qui est lent. Et je pense que c'est en vieillissant, en évoluant dans la vie, où on se rend compte que si en fait on a tel et tel séquelles, on a des problèmes par exemple de confiance en soi, de légitimité professionnelle, en se disant oui, mais moi j'ai pas eu en fait tout ce programme scolaire que vous avez eu ou toute cette éducation que vous avez eue, et je me sens complètement un ovni parfois dans ce monde-là où j'ai pas forcément ma place, ou pourquoi je prends la parole alors que je suis pas grand chose au final et je suis pas légitime sur ce domaine-là. Mais oui, ça demande beaucoup d'efforts de reconstruction, de désapprendre les stéréotypes qu'on a pu avoir petit, et de se créer ses propres références. Donc oui, c'est un processus qui est lent.